Mes salutations et soyez la bienvenue. Avant qu'on attaque le vif du sujet, je tenais à vous remercier car vous êtes bientôt 7000 à soutenir la chaîne à travers vos partages, vos commentaires, vos likes. Et c'est tout simplement génial. L'objectif idéal serait d'atteindre les 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Et si on y arrive, je vous réserve une petite surprise en échange. Voilà, c'était un petit message pour vous remercier de permettre à Éminence Grise de continuer l'aventure. Prenez soin de vous et bonne vidéo. Il faut se rendre compte sur quel fond noir, sur quel fond d'abîme, il étudie le glorieux et terrible spectacle de l'humanité. C'est le fond aveugle d'un destin qui agite et fatigue les hommes, sans but et sans raison. Il porte en eux les causes de leur croissance, qui sont les mêmes que celles de leur décroissance. Alors au-dessus d'eux apparaissent de plus grands acteurs, les États. Ils naissent, grandissent, vieillissent, meurent comme les hommes. Et la même inquiétude, le même effort qui les pousse à s'augmenter, à lutter, à dévorer leurs voisins plus faibles, finit également par les faire stagner, les remplissent d'émotions perverses et décadentes. Et ils finissent par se dissoudre sous l'action d'un État plus jeune et plus fort. Pour assurer son propre salut, l'unique moyen d'un État est de trouver une âme courageuse qui puisse le ramener à ses instincts primitifs. Mais cette âme courageuse ne peut être ni un marmonneur de prière, ni un ascète. Ce ne peut être qu'un violent. Il s'agira d'une âme solide, vertueuse, déterminée, mais armée d'un bâton ou d'une épée. Et malheur à tous ceux qui ne goûteraient pas de ce bâton, qui ne craindraient pas le fil de cette épée. Vous vous souvenez de ce livre? Non. Il y a peu de chances en effet que vous vous en rappeliez, et si c'est le cas, il y a peu de chances que vous l'ayez lu jusqu'au bout, tellement il n'y a rien à en tirer. Mais bon, le fait est qu'un livre sans idée, porté par un candidat sans programme, que personne ne connaissait l'année précédente, a permis de faire émerger, tel le Léviathan des tumultes océaniques, son auteur lors des élections présidentielles de 2017. Il en a passé le premier tour, s'est retrouvé face à un autre épouvantail sans charisme et a obtenu le trône républicain pour au moins 5 ans. Alors si un livre dont personne n'a le souvenir a pu nous accoucher d'un président, qu'est-ce que le livre d'un non-candidat crédité de 10% des intentions de vote peut nous apporter? Il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué parce qu'elle illustre le clivage qu'il y a entre tous les Français au sujet de l'immigration et elle est adaptable à bien des sujets. Alors je n'avais jamais lu un livre d'Éric Zemmour et comme la plupart des gens, j'en avais l'image que nous reflètent les plateaux télé. L'image d'un homme aigri, d'un monsieur Burns qui se plaint tout le temps et tout le temps des mêmes choses. Comme un Don Salluste qui se plaindrait de son blaze. Oh, regardez un peu, regardez. Quoi? Regardez. Quoi? Vous êtes trop grand, vous êtes mon valet, vous êtes trop grand. Alors, allez, allons. Il faut que je vois ça, moi. Voilà, là je vois ça, ça va maintenant. Et pour faire de l'audience, quoi de mieux que quelqu'un qui gueule tout haut ce que, apparemment, des millions de Français pensent tout bas. Et force est d'admettre que ça marche, car si la colère est un péché capital selon saint Thomas d'Aquin, au XXIe siècle, accouplée à la peur, c'est une émotion qui fait vendre, beaucoup vendre. Alors, d'après le docteur Eric, la France n'a pas dit son dernier mot. Mais d'après Mister Zemmour, que nous dit exactement son livre? Alors le premier point fort du livre, c'est qu'il n'est pas désagréable à lire. Et je dis ça d'un point de vue pur lecteur, car Éric Zemmour a une expérience de romancier et d'essayiste. De par cette expérience, il a l'habitude de décrire les décors dans lesquels il évolue. Il décrit également aussi bien les physiques des personnages qu'il rencontre que leur caractère. Notre regard glisse sur les mots de page en page, tel un surfeur sur sa vague. Bonjour. Salut, ça farte? Ça farte. Il ne s'agit pas vraiment de ses mémoires, mais plutôt d'un journal intime, qui couvre sa vie sur ces 15 dernières années. Chaque date donnée par l'auteur correspond à un souvenir, une anecdote qui peut aller de quelques lignes à parfois plusieurs pages. C'est aussi pour cela qu'on peut le lire aussi facilement. Pour tout amateur de politique française et surtout de la période de la Ve République, les références du général de Gaulle à François Hollande y sont très nombreuses. Zemmour est un journaliste politique qui connaît ces sujets et leur histoire. Et certains prennent cher, comme Nicolas Sarkozy, que l'auteur n'épargne pas. Tout comme il connaît l'histoire avec un grand H, même si à ce sujet, François Bégodeau a quelques réticences. Éric Zemmour est aussi un lecteur assidu, et nombreux sont les auteurs auxquels il fait référence.
Alors, je vais pas vous faire la liste parce que la flemme quand même, mais on y retrouve différentes époques, différentes visions politiques qui, dans le large spectre de la connaissance et de la culture, lui ont permis de se faire une place et une position à défendre que les bien-pensants trouvent détestables. Il reproche notamment, et probablement à raison, que la plupart des jeunes politiques de nos jours ne lisent plus. Et est-ce qu'on peut vraiment lui donner tort sur ce point? Car les rares pouvant lui tenir tête en face à face sont des gens de sa génération, des politiciens de son âge, qui sont généralement aussi de grands lecteurs. Les autres jeunes politiques, plus habitués à lire 250 caractères qu'un véritable livre politique, deviennent de la chair à canon quand ils doivent débattre avec Zemmour sur le fond des idées. Et autre chose qu'on ne peut pas reprocher à Zemmour, c'est sa constance. Il a fait sienne la théorie du grand remplacement. L'augmentation de l'intégrité islamiste, ça fait des années qu'il le dénonce. Cette constance, qui peut être un point fort, est également un de ses points faibles, mais on le verra après. Et même si les chiffres des études donnent souvent tort à ses déclarations, les chiffres de part d'audience lui donnent une assise médiatique qui renforce sa popularité. Dans son livre, il développe également un argumentaire contre ce qu'il appelle le wokisme, qui, selon lui, détruit l'héritage occidental, alors que le wokisme est lui-même l'héritier de mai 68. Enfin, le dernier point fort du livre, c'est à mes yeux le portrait que dessine Éric Zemmour de ses relations professionnelles et personnelles. On y croise des politiques, des journalistes et des patrons. Les premiers sont pour la plupart connus du grand public ou sont d'anciennes figures politiques françaises. Et les autres, qui sont aussi secrets que des ermites, ne sont connus que des gens travaillant dans le domaine, comme par exemple le patron de Skyrock ou la productrice de l'émission On n'est pas couché, qui lui a donné ses premières mises en lumière avec son homonyme Éric Nolot. Mais beaucoup de grands noms, tous ceux qui furent un jour influents dans le monde politique français, ces conquérants devenus boomers, ces révoltés devenus bourgeois, semblent pour la plupart partager la vision défaitiste d'Éric Zemmour quant à l'avenir de la France. Très souvent, selon l'auteur, il lui donne raison. Et c'est peut-être là que le livre devient faible. Premièrement, Éric Zemmour est un nostalgique et il ne s'en cache pas. Il regrette le temps rêvé d'une France des années 60, durant laquelle le pays se modernisait, où c'était le plein emploi, et où malgré le risque d'un conflit nucléaire avec l'URSS, l'économie capitaliste et la modernité apportaient son lot de loisirs à toute la jeunesse. De fait, à travers son livre, Éric Zemmour ne s'adresse pas à la jeunesse d'aujourd'hui, mais il s'adresse à ceux qui ont son âge, c'est-à-dire souvent des retraités, propriétaires, fortunés et relativement nostalgiques. Il n'y a pas beaucoup de mots pour les moins de 30 ans, qui sont à ses yeux contaminés par la déconstruction et le décolonialisme. Pour Éric Zemmour, les anciens doivent montrer la voie aux plus jeunes à travers la discipline et la hiérarchie. Et qu'importe leur avis, qu'importe leur vision du monde, les jeunes doivent suivre la voie qui a été tracée pour eux, sans poser de questions, sans pouvoir participer. Ensuite, économiquement, il y a bien quelques pages qui défendent les gilets jaunes, cette France périphérique qui fut chassée de Paris par cette élite mondialisée, qui les méprise au plus haut point. Il en fait le constat, mais pour lui la solution n'est ni dans la taxation des plus riches, ni dans la lutte contre l'évasion fiscale. Pour lui, il suffit simplement de faire du protectionnisme, c'est-à-dire d'alléger les charges des entreprises qui sont présentes sur le territoire national afin d'être plus compétitives. Mais ce qui pourrait marcher pour les TPE et les PME va également marcher pour les plus grandes entreprises. Donc au final, c'est pas très contraignant. Alors qu'à mon avis, l'intérêt serait de réduire les taxes des TPE et PME tout en augmentant celles des multinationales. Ça créerait un équilibre. Car il ne faut pas se leurrer, c'est aujourd'hui les plus petites entreprises sur qui pèsent les plus lourdes charges. Et si Starbucks payait déjà sa part d'impôts, ce serait pas mal. Mais Éric Zemmour ne va pas au Starbucks. Il connaît trop de bons restos parisiens. Bon, socialement, on connaît son point de vue, réduction drastique de l'immigration, retrait du droit du sol, préférence nationale pour les aides sociales, etc. Le livre que j'ai traité précédemment parle également des conséquences d'une société trop hétérogène culturellement pour la soutenabilité de l'État-providence, même si elle n'est qu'un facteur parmi tant d'autres. Éric Zemmour a lu bien des livres, mais il aurait dû lire Amin Maalouf et ses identités meurtrières. Alors il est certain que les idées drastiques d'Éric Zemmour nous feraient faire quelques économies, et provoqueraient dans le même temps une révolte massive. Par contre, il ne montre pas la même détermination concernant la fraude patronale, concernant l'évasion fiscale. Bref, Zemmour fait du Zemmour, et au final, il n'a pas une vision aussi large qu'il le prétend concernant la France. Bon, j'ai regardé ses dernières émissions, parce que je trouve qu'il est intéressant, agréable à écouter. Bon, il dit toujours la même chose. Il dit plusieurs fois la même chose dans la même émission. C'est vrai, c'est vrai. Vous l'écoutez 2 heures, il a dit 4-5 fois le même truc. Moi, je crois, ma conviction, c'est que Zemmour, il est en boucle
En réalité, c'est un disque rayé. Il est en boucle sur ces sujets. Il n'a rien sur Non seulement il est depuis 30 ans, mais il l'est même heure par heure. C'est-à-dire que chaque heure qui suit, il repense au même truc et il reparle de la même chose, etc. Et sa position sur les femmes, il n'y a pas grand-chose à dire. Et vous savez de quoi parle également son livre? Eh bien, concernant la défense, pas un mot. Concernant l'énergie, pas un mot. Concernant l'éducation, à part pour dénoncer l'islamo-gauchisme dans les universités, pas un mot. Concernant la technologie, l'intelligence artificielle, les GAFAM, pas un mot. Concernant l'environnement, les outre-mer, les transports, pas un mot. Concernant les traités européens ou de libre-échange, pas un mot. Concernant les relations extérieures, pas un mot. Concernant l'hôpital, les acquis sociaux, le code du travail, la gestion de la pandémie, le Brexit, pas un mot. Et malgré sa connaissance de YouTube et sa chaîne qui fait déjà presque 300 000 abonnés, il n'a pas connaissance de la chaîne Éminence Grise. C'est dire s'il est limité sur le sujet. Au final, la version globale d'Éric Zemmour est aussi étroite qu'a pu l'être la tribune des militaires qui était sortie en début d'année et sur laquelle j'avais également fait une vidéo. Tout doit passer par la tradition, la discipline, la hiérarchie et la renaissance d'une identité française héritée d'une époque révolue. Bref, pour 2022, si les candidats déclarés, Éric Zemmour souhaite retrouver la France de 1962. Alors, il y a 5 ans est sorti un bouquin mal écrit, sans idée, et qui nous a accouché d'un président. Aujourd'hui, sort un bouquin plutôt bien écrit, avec un très vague programme d'un homme qui, pendant 2 ans, a analysé et lancé des diatribes sur l'actualité et sur l'avenir du pays, mais qui, sans mauvais jeu de mots, nous livre aujourd'hui un condensé d'anecdotes. Mais le 4e pouvoir entre en scène. Le spectacle a déjà commencé et les algorithmes vont algorithmer nos élections. Aussi soyez prudents, gardez l'esprit froid, car si vous faites un choix selon votre émotion et non votre raison, vous aurez fait un choix qui vous poursuivra durant les 5 prochaines années, qu'importe votre candidat. De mon point de vue, en l'état actuel des choses, Éric Zemmour ne peut pas être un bon gouvernant, car il n'a pas réellement d'appui politique et surtout, il a déjà trop de gens qui mettent en place des stratégies de campagne pour lui, des disciples, des adeptes, bref, des gens qui, s'il est élu, pourront parvenir à des postes privilégiés. Et si le prince de Machiavel nous a bien appris une chose, c'est qu'un bon gouvernant doit s'entourer de bons ministres qui doivent être capables de lui opposer un point de vue contraire au sien. Or, s'il est élu, Éric Zemmour risque de s'entourer de flatteurs. Et l'on a vu avec le gouvernement Macron ce qu'était un gouvernement de flatteurs. C'est un gouvernement de chaises musicales. C'est un gouvernement faible. Mais même si Éric Zemmour ne ferait pas un bon dirigeant, il serait idiot de ne pas prendre en compte l'avis d'un homme qui, en s'étant troublé, parvient aux oreilles de 10% de l'électorat national. Quant à la phrase de ce livre qui m'a le plus marqué, c'est celle-ci. La France entière, qui en a assez qu'on lui surine qu'elle doit tout aux immigrés, alors que ce sont les immigrés qui doivent tout à la France. Cette phrase illustre une distinction de point de vue qui touche à l'immigration, mais qui est adaptable à bien des sujets. Qui a tort? Qui a raison? L'essentiel est pour vous de savoir quelle est votre opinion.